Roman Frécinet, il les a pris, il les a cassés en deux et il les a tués. Vous avez déjà vécu un bide? Ouais. Si j'ai envie de parler d'argent, je parle d'argent. Si j'ai envie de parler de religion, je parle de religion. Il t'invente, moi en fait, j'aime bien le fait que ce soit pas drôle et c'est ça qui est drôle. Non, frérot. Il y en a plein qui m'ont dit il faut absolument que tu lui parles du plagiat. Je lui dis oui, on va en parler. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne savez pas faire sur scène? Bruce Lee, en fait, ce qu'il va faire, c'est ça. Au lieu d'avoir cette humilité, j'ai eu trop d'orgueil. Je me suis fait insulter. Et ce jour-là, je me suis dit... Bonjour Gad Elmaleh. Bonjour. Bienvenue chez Brut. On va prendre le temps de discuter ensemble. On va parler de vous, de votre parcours. Et puis, on va parler quand même pas mal d'humour. Moi, j'ai une question simple pour commencer. Donc, 30 ans de carrière. Qui appelle une réponse simple, j'imagine. Ou pas forcément. Okay. Ça, vous pouvez développer si vous voulez. Mais en 30 ans de carrière, c'est quoi la chose, la leçon la plus importante que vous avez appris? Wow. La chose que j'ai réellement comprise ou compris? Comprise. D'ailleurs, moi j'ai dit appris, mais c'est apprise. La chose que j'ai comprise? Ouais. C'est que la grammaire, c'est vraiment important dans la vie. Non, la chose que j'ai vraiment captée, comment ça, on est tranquille, dans le stand-up, j'entends, hein, dans le seul en scène, l'évolution, la notoriété, le nombre de spectateurs, le nombre de tournées, ce que tu veux, n'exclut pas la nécessité, le devoir même, de se remettre en question, de jouer le plus possible, quasiment tous les soirs, si possible en club, de rôder les blagues. Et en fait, je ne le savais pas que ça allait être comme ça. Je pensais que quand on avait un spectacle, eh bien voilà, on pouvait aller le jouer. Mais de plus en plus, et encore plus avec la nouvelle génération qui est totalement imprégnée par cet art du stand-up qui a l'air très naturel, qui a l'air d'être quelque chose de très spontané, qui est quand même un travail pour atteindre une radicalité, parce qu'il faut être radical dans le stand-up. Faire des spectacles, c'est une chose, mais se préparer à faire des spectacles, c'est essentiel. Et aujourd'hui, partout en France, on voit naître des comédie clubs. C'est des endroits et des espaces, pas uniquement de représentation de show, c'est des endroits de travail, quoi. C'est des endroits où c'est vraiment la salle de gym, quoi. C'est vraiment la salle de boxe où ça transpire du cerveau pour essayer d'affiner. C'est là où tu prends des bides, c'est là où tu prends des coups. Vous avez déjà vécu un bide? Ouais. C'est parce que je me demande, moi, quand on fait une vanne, qu'il n'y a personne qui rit, ça doit être hyper... comment on le ressent? Déjà, un humoriste qui vous dit « j'ai jamais pris de bide », c'est qu'il n'a pas travaillé. C'est pas possible. C'est un peu comme un athlète qui est jamais arrivé deuxième, ça n'existe pas. Un athlète qui a jamais eu une blessure, c'est pas vrai. Le bide, ça fait partie du process d'apprentissage, de travail sur le stand-up. C'est complètement délirant de penser que tu fais que des... D'ailleurs, il y a eu une génération, même dans ma génération, des comiques qui écrivent leurs textes, mot à mot, de A à Z, et qui vont le livrer dans des théâtres et qui ne le changent jamais. Alors, il y en a certains, bon, c'est des génies. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des génies. Alors, ils sont capables d'écrire comme ça. Mais ça n'existe pas. Si tu veux que ce soit drôle tout le temps, il faut absolument aller dans les clubs. Et puis, je compare souvent au sport à chaque fois, mais c'est que le rythme, il a changé. Le tennis des années 80, c'est pas le tennis des années 2020. C'est-à-dire que c'est le même sport, mais ça joue pas pareil. Ça joue beaucoup plus vite, ça joue avec des... C'est la même raquette, mais c'est tellement plus puissant. C'est le même terrain, mais c'est tellement plus créatif, inventif. Et c'est pareil pour le stand-up. Pour l'humour, c'est la même chose. C'est une industrie, parce que c'est une industrie, l'humour. Très concurrentiel par ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut rester au top. Très compétitive. L'humour, c'est un milieu compétitif. Aujourd'hui, j'ai aucun problème à parler de ça, parce qu'il y a une vraie compétition. Elle est assez saine, d'ailleurs. Une concurrence entre humoristes? Ouais, il y a une vraie concurrence, il y a une vraie compétition. Parce que, en fait... Quand tu fais un film, bien sûr qu'il y a de la compétition chez les acteurs, chez les chanteurs, mais chez les humoristes, il y a quelque chose d'assez... La vérité, elle est implacable. C'est-à-dire que un nombre de places que tu remplis, tu peux pas philosopher là-dessus. Hein. Est-ce que tu vends 100 billets, 1000 billets ou 10 000 billets? Le fait d'être efficace en comédie, de taper, que ça rigole, de tuer, boum, tu vas sur scène et t'as des rires forts. Je parle pas de sourire je parle pas d'être rigolo, je dis foncièrement, profondément drôle, quoi. Ça se discute pas. C'est comme un but au foot, quoi. Personne ne débat sur un ballon qui a tapé la barre. Hein. Il n'y a pas la VAR de l'humour, non?
l'avare, non, il y a l'avare de Molière, mais il n'y a pas l'avare de l'humour. Mais c'est tellement marrant de dire ça, qu'on fasse ça après une vanne. Mais en fait, si tu as besoin de l'avare de l'humour, ça veut dire que la vanne, elle n'est pas évidente. Et pour moi, une vanne, pour moi, quelqu'un de drôle, une femme ou un homme profondément, foncièrement drôle sur scène, on peut ne pas aimer son style d'humour, on peut ne pas être d'accord même avec ses idées, mais c'est pas un débat de dire est-ce que tu as entendu des rires dans la salle ou pas. Faut arrêter avec ce truc et faut arrêter la paresse aussi de certains humoristes. Comme ils sont pas efficaces, ils t'inventent. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'aime bien le fait que ce soit pas drôle et c'est ça qui est drôle. Non, 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 frérot, t'es juste pas marrant. Et va travailler, va en club tous les soirs et après tape et t'entends les rires. J'ai une anecdote assez intéressante là-dessus. Il y a un club où j'ai beaucoup travaillé à New York, qui est le club emblématique du stand-up américain qui s'appelle le Comedy Cellar, comme un wine cellar, comme une cave à vin, mais c'est une cave à blagues. Et cet endroit, c'est l'endroit où tous les plus grands noms de l'humour international et américain vont se produire. Et le patron de cet endroit m'a raconté que son père, qui avait créé l'endroit, se mettait dos au mur de l'entrée du Comedy Club parce qu'il s'occupait des tickets d'entrée et il restait là pendant tout le show. Et dès que ça vibrait dans son dos, ça veut dire que ça riait, ça applaudissait, ça riait, il disait à la personne qui bookait les humoristes, lui ou elle, je le veux demain. Il savait même pas qui jouait. Et je trouve ça tellement fort comme anecdote. Ça veut dire que finalement, ta fonction, quand tu es dans un club, c'est d'avoir des gros rires. C'est tout. Il y a un consensus sur vous, c'est effectivement que vous travaillez beaucoup. Tous ceux qui ont bossé avec vous le disent. Mais travailler, ça veut dire quoi quand on est humoriste? Comment on fait pour travailler une vanne? Par exemple, est-ce qu'il y a un sketch ou juste une blague que vous avez réussi à améliorer par le travail? Je fais que ça. Moi, je fais que ça. Un mot, une respiration, un temps, une inversion. Mais ça se passe comment? Moi, je vais beaucoup en club, donc j'ai une thématique sur une situation qui m'est arrivée et je sais qu'il y a de la matière dedans. Ça peut être soit une idée, soit une situation, soit un mot, mais souvent c'est une idée, c'est une observation. Souvent c'est quelque chose que j'ai envie de partager, que je partagerai avec vous, avec un copain. Ça vient surtout de choses comme le malaise, comme l'inconfort, et ça me touche, ça me va. Récemment, j'étais à un dîner et tout le monde avait tout lu et tout vu, et pas moi. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette position là dans laquelle je suis? À la fois, c'est pas grave, mais en même temps, je m'en veux et je suis un peu complexé. Et à la fois, il y a une espèce de truc un peu d'inadaptation. Je me dis, mais il faut que je parle de ça. Et en fait, à ce dîner, j'ai décidé d'inventer un livre que j'avais lu pour tester les gens. Et je dis, qui a lu ici Il pleut sur mon vélo de Bastien Valvez? Et il y a un gars qui m'a dit, formidable. Le mec m'a menti, mais comme il m'a menti et je sais que c'est un faux livre, je me suis dit, finalement, ça vaut rien, les gens qui étalent leur culture. Et de là est parti un sketch, un sketch, c'est pas le mot, parce qu'il n'y a plus de sketch vraiment dans mon spectacle, mais est parti en tout cas un passage, un moment, un beat, comme disent les Américains, sur la culture, l'inculture, le complexe, le syndrome d'imposture, le côté blédard, tout ça, et ça fait... ça faisait 10 minutes et ça fait maintenant 4 minutes et c'est génial parce que le but c'est d'être plus court. Voilà, c'est ça, c'est comment le travail, c'est ça. On va en comédie club. Vous jouez en comédie club, vous regardez les réactions, vous adaptez le rythme. Il fait 10 minutes. 10 minutes c'est trop sur une idée, c'est énorme. Mais parce que ça patauge, ça rit pas tout le temps et donc je rôde. Le stand-up c'est le seul art, un des seuls je pense, où on travaille pour que ce soit plus court et non pas plus long. Et la plupart des disciplines, qu'elles soient artistiques ou artisanales, bien sûr qu'il y a ce côté de l'épure, mais souvent on veut faire plus. On veut faire plus long et on va rajouter ça, on va rajouter, et là on va enlever. Et en fait, pour atteindre un niveau, une force de frappe comique, se prendre un énorme rire, celui qui fait du bien à l'âme et qui te rassure et qui t'assoit. Marrant de dire s'asseoir, qui t'assoit pour du stand-up, qui t'assoit en tant que stand-upper. Pour atteindre ça, il faut épurer, il faut couper, il faut affiner, il faut tailler. C'est une image, mais c'est de l'artisanat. Personne n'est capable de sortir la blague structurée comme il faut, avec le nombre de mots qu'il faut, exactement avec le timing qu'il faut, et c'est exactement ça. C'est comme si il existe avant une manière de dire les choses qui est là, dans le monde, dans l'univers,
Et le comique tourne autour pour finalement rencontrer cette manière. Un jour, un chanteur m'a dit un truc très touchant, il m'a dit « il y a des chansons dans ma guitare, à moi d'aller les chercher ». Et c'est très beau, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une manière de dire la chose. Parce que bien souvent, quand on a trouvé vraiment la ligne, qui est comme une lame et qui fait rire, souvent c'est quelque chose qui est évident. C'est Jerry Seinfeld, qui est mon maître et mon ami, qui dit « la comédie, c'est simple, c'est pas facile ». Et simple et pas facile, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne savez pas faire sur scène? Que d'autres humoristes arrivent et que vous n'arrivez pas? Oui. Il y a quelque chose que j'aimerais pouvoir aborder, c'est peut-être parfois... je crois que le poids de mon éducation et aussi ce que je suis vraiment structurellement m'empêche de dire certains mots qui sont des mots qu'on dit grossiers, pas vulgaires. Je pense que la vulgarité c'est autre chose, mais et j'aimerais, par exemple, je suis incapable, quoi. Mais j'en parle même dans mon show. Il y a des mots que je suis incapable de dire sur scène, quoi. C'est pas forcément un défaut. Non, c'est pas un défaut. Et puis, les gens souvent me disent ce qui est bien, c'est qu'on peut venir vous voir en famille et tout, voilà. Vous parlez de jamais de sexe. Mais moi, ce qu'ils savent pas, c'est que ça fait 30 ans que j'ai envie d'en parler. Donc je vais en parler bientôt. Ah oui? Ouais, j'ai envie. Après, c'est plus dur aujourd'hui parce que certains s'en sont emparés. Oui, mais après, pas en faire un fonds de commerce. Mais je crois que, voilà, parfois, je peux envier parfois une forme de folie ou de liberté sur le langage. C'est vrai que quand je vois Redouane Bougueraba sur scène, avec certains potes humoristes, on est mort de rire parce que c'est pas que les blagues qui nous font rire. D'ailleurs, en le charriant, on lui dit « t'as pas de blague ». C'est le seul mec qui a fait un spectacle sans blague, qui a fait le Stade Vélodrome sans blague. Qui improvise vachement, quoi. Il improvise énormément, mais c'est surtout qu'il a un cœur et un esprit qui font que ce que les gens viennent voir, c'est au-delà d'un spectacle, c'est une expérience d'un gars qui va les malmener avec amour, hein, parce qu'il a un grand cœur. C'est pour ça d'ailleurs que ça n'a jamais fait de bad buzz, en fait. Il est capable de dire des mots que je serais incapable de dire. Mais quand je le vois dire ces mots-là, parfois, c'est comme une attraction, c'est comme une folie, c'est comme un vertige. J'aimerais bien pour quelques secondes pouvoir dire ça sur scène. Mais après, chacun a son langage, a ses aisances, à sa manière d'apporter les choses. Après, il y a une chose, moi, qui m'est propre et qui est vraiment le langage que j'affectionne et que je pratique, c'est celui du corps. C'est-à-dire que je peux pas imaginer faire un show sans engager mon corps. Ouais, ça vous caractérise beaucoup, ça. Ouais, la mise en scène et la façon dont vous bougez, quoi. Mais ça peut être un piège, parce que parfois, j'avais des vannes qui n'étaient pas encore solides et j'ai rajouté un coup de corps dessus et ça riait. Pour compenser? Pour compenser. Ouais. Et quand j'ai travaillé avec Roman Fressinet sur le nouveau spectacle, Roman, j'ai beaucoup de respect, d'affection, bien sûr, comme pote, mais d'admiration pour son travail. C'est un humoriste qui est, lui, radical, mais qui est très efficace. Je le dis vraiment sans en rajouter. Parfois, il fait mes premières parties, parce qu'il a l'humilité et l'intelligence de savoir que faire une première partie, c'est pas être un mec qui est sous celui qui arrive. Et moi, je vais encore faire des premières parties, parfois, d'artistes. Parfois, il fait des premières parties, je suis en coulisses, et ça rit tellement fort que parfois, moi, ça me... Le stress. Ouais. Faut être à la hauteur, quoi. Et ouais. Et c'est pas une fausse humilité, un espèce de truc que je suis en train de vous faire, de posture, de je sais pas quoi. Non, non. C'est un vrai truc que je ressens. Il y a eu un soir, notamment, dans un club à Montpellier, au Red Line, où on fait... dans le jargon du stand-up, ça s'appelle des 30-30. C'est pas un terme savant, c'est que chacun fait 30 minutes. Et il passait avant moi. Et moi, j'avais un matériel un peu neuf, un peu vert. Et lui, non seulement il a le talent qu'il a, mais il avait rodé, ce salopard. Et il est arrivé sur scène et il les a tués. Il les a tués. Redline, Montpellier, Roman Fressinet, il les a pris, il les a cassés en deux. Il a dit merci et moi je devais aller sur scène. Et là j'ai dit waouh, il va falloir que tu te remettes au boulot. Il va falloir que tu retravailles. Ça arrive moins pour mes blagues, non pas parce que je suis moins drôle, parce que j'étais moins affûté. Et en fait tu t'aperçois aujourd'hui que
être affûté, c'est pas uniquement la jeunesse qui fait qu'ils sont affûtés, parce que tu as des humoristes qui sont jeunes et qui sont pas du tout affûtés, c'est le travail. Moi, je suis capable de te dire aujourd'hui si un humoriste travaille ou pas. Je suis capable de voir... Ouais, bah, ça se joue à quoi? La manière dont il livre son spectacle, s'il s'est entraîné avec son muscle, le muscle de la comédie, hein, je sais pas où il est d'ailleurs, je sais pas s'il est devant ou derrière, ça c'est une arrière-pensée là, mais je sais pas, je le sais. Je sais s'il y a de l'esprit, je sais si c'est affûté. On le sait si un mec... Tu vois les mecs en club, ils arrivent, bonsoir. Ça n'a rien à voir avec le tempo. C'est l'esprit. Est-ce que tu as rodé ta blague? Est-ce que tu as été tous les soirs rodé ta blague? J'ai des collègues, pas que de ma génération, mais des jeunes ou des vieux comme moi. Et quand ils ne s'entraînent pas, ça se voit. Ils sont là, il faut qu'ils vendent les blagues. Alors, ça me fait un plaisir de parler de comédie. Bah, moi aussi. On va faire stand-up comédie. Non, brut comédie. Eh ben, il y a brut philo. C'est vrai qu'il y a brut philo? Il y a brut philo. Parfois, c'est un peu drôle, mais assez peu finalement. En général, c'est assez sérieux. Ok. Quand je vous écoute, finalement, il y a un côté un peu scientifique, du travail, etc. Mais alors, si je vous donne... Est-ce qu'il y a des gens drôles et des gens pas drôles? Oui. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un pas drôle et le faire devenir drôle en le faisant travailler? Ou est-ce qu'il y a un truc inné de l'humour? Je pense que d'abord il y a des choses qui s'appellent la vis comica. Alors ça veut dire, les Américains ils disent funny bones, j'aime bien. Tes os sont drôles, c'est-à-dire que structurellement, génétiquement, biologiquement, physiquement, spirituellement, intellectuellement, tu es marrant. Tu es marrant, ça veut dire quoi? C'est que ton œil, ton langage, ton observation fait que tu vois en gros plan ce que tout le monde voit en plan large. C'est un regard, quoi. Ouais, c'est un talent. Après, on peut prendre... Moi, par exemple, je peux te coacher pendant 6 ans. Non, je peux te coacher pendant quelques heures et tu peux faire 3 minutes de stand-up avec des blagues. Mais tu vas pas toucher... Enfin, je sais pas, toi, je sais... Mais, je confirme que non. Mais quelqu'un qu'on a coaché... On peut coacher quelqu'un pour jouer dans un film qui a jamais joué dans un film. C'est très possible. Mais vraiment n'importe qui. Après, sur la longueur et sur tout un film, et sur plusieurs films, non. Mais on peut prendre un boulanger, un serrurier, Tata Rachel, on la met dans un film. J'ai fait un film avec des amateurs, c'est compliqué, mais tu peux les amener avec la direction d'acteur à être sincère, à être naturel. Tu peux pas amener quelqu'un à être drôle, c'est impossible. Alors dans les sketchs, avec une perruque et une voix, et bah dis donc, faut que tu arrêtes de m'embêter. Ça on peut, parce que... Mais dans le stand-up, c'est-à-dire le dénuement total, je suis là avec mon cœur, mon corps, mon esprit, un micro et des blagues, et il faut que je capte l'attention, il faut que je sois drôle, il faut que ça tape. Alors comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu scientifique, oui, il y a un côté très technique. Après, il faut se méfier, il y a toute une école aussi dans le stand-up français des scientifiques de la blague. Et les experts comptables, fiscalistes de la joke, c'est pas des gens en général qui font rire. C'est-à-dire, comme ils font un peu moins rire, ils mettent en avant beaucoup leur savoir-faire. Donc ils t'expliquent que eux... C'est marrant parce qu'il y a des familles alors, dans l'humour français. Il y a les intellos de la vanne, il y a les... Totalement. Dans l'humour français, et dans le stand-up français plus précisément, il y a des familles, il y a des... Qui s'aiment pas alors? Il y a des clans. Ouais. Il y a des... Ouais, il y a même des guéguerres de comédie club. Mais c'est génial, mais c'est super. Ça veut dire que le stand-up est en éveil, il est en évolution. Après, moi ma famille, comment dire, c'est pas que des gens, c'est une idée du stand-up. Comment vous la résumez? Moi, ma famille des humoristes, c'est celle qui... c'est celle pour qui la blague, c'est sacré. Et la blague, c'est ça le truc le plus important. C'est pas le look. On a vu des humoristes qui sont très bien lookés. Hein. Il y en a, mais ils peuvent faire des défilés de mode. J'ai presque envie de vous demander des noms. Mais... Ah ouais, mais on les imagine. Mais il y a des humoristes très lookés, avec des vêtements qui mettent en avant, des coupes, des cheveux, des trucs. Et c'est compliqué derrière parce que il faut... Bon, les sorties de Paris en plus, c'est un humoriste, il doit pouvoir faire rire dans une ferme n'importe où en France. Alors, c'est marrant là-dessus, ça, parce que c'est une vraie question. Est-ce que l'humour, c'est universel? Vous êtes né au Maroc, vous avez été à Montréal, vous avez joué aux US, en France évidemment. Est-ce qu'en fait, les gens rient des mêmes choses partout dans le monde?
Je pense pas qu'il rit des mêmes choses, mais il y a quelque chose, il y a un point commun en tout cas, parce que très souvent on m'a demandé quand j'avais fait du stand-up aux États-Unis, mais c'est bizarre, comment il rit puisque toi tu es né au Maroc, tu viens de France. Et en fait j'ai l'impression que ce qui est très très humain, et si tu as l'intelligence d'adapter ton matériel à la situation et aux gens devant qui tu joues, je pense que ça rigole. J'aurais fait un spectacle traduit en anglais de ce que je fais en France aux États-Unis, il serait là en mode mais qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Mais moi j'ai raconté aux États-Unis le fait que je venais de France et que je voulais faire rire les Américains. Donc j'ai fait rire avec une autobiographie, un matériel auquel ils en étaient témoins en tout cas. Donc ça rit. Après, ce dont on rit, c'est les choses. Après, il faut être. Enfin, c'est pas une révélation. Il faut parler des choses auxquelles les gens peuvent s'identifier. Moi, je suis fan de Jackie Chan, par exemple. Ouais. Et Jackie Chan, ses films, par exemple, ils sont marrants. Je trouve marrants. Il y a plein de trucs très, très visuels. Et puis, il fait des mimiques de visage. Et c'est pas très français. C'est vraiment. Écoute, c'est marrant parce qu'un jour, j'ai écouté une interview de Jackie Chan et ça m'a appris beaucoup de choses sur l'humour. Parce qu'il a dit un truc qui est, encore une fois, comme dit Jerry Seinfeld, simple, mais pas facile. On lui a parlé de Bruce Lee. Il a dit, Bruce Lee, en fait, ce qu'il va faire, c'est ça. Il va casser un truc. Moi, je vais juste rajouter un truc. Et on lui dit quoi? Il a fait... Et moi, je trouve que c'est un détail tellement marrant. Qu'est-ce qu'il a rajouté, Jackie Chan? Le ou, c'est l'humanité. C'est la chose à laquelle tout le monde peut s'identifier. C'est le fait que, je suis certes un champion, un maître d'art martial, mais je suis humain, j'ai mal, comme toi, et tout le monde s'identifie, et c'est un peu enfantin, c'est ça que les gens aiment. Et c'est le métier qu'on fait, nous. Après, le but, alors, de plus en plus, c'est pour ça que c'est infini, le travail. C'est sans fin, c'est d'aller au plus près de la vérité. Mais pas dans l'autobiographie. L'autobiographie, c'est une chose. Avant, je croyais que pour être vrai, il fallait dire des choses sur sa vie. Oui, je suis parti du Canada, j'ai vécu au matin, c'est pas mal. Mais maintenant, c'est pas ça. Raconte des choses sur ta vie, mais sur la vérité de ta vie. La vérité. Après, je me suis dit, oui, je vais parler de mes complexes, c'est cool, c'est la vérité. Ouais, je vais dire, moi, j'aime pas mes pieds, le blond, il fait ça, c'est pas assez. Là, je veux parler de la vérité, c'est-à-dire être vrai, mais aller au maximum, au plus proche de ce que je suis. Si j'ai envie de parler d'argent, je parle d'argent. Si j'ai envie de parler de religion, je parle de religion. Si j'ai envie de parler de choses... Et c'est pas forcément un truc faussement transgressif, comme des chroniqueurs radio, genre, ouais, on va balancer. Non, ça, c'est ringard, parce qu'en fait... balancer, c'est pas dire dis donc, monsieur Macron, c'est pas ça, balancer. Balancer, c'est dire des trucs tellement vrais sur soi. Vous faites assez peu d'humour politique, d'ailleurs. Parce que d'abord, il y a des gens qui le font et qui le font assez bien, et c'est comme une espèce de créneau. Et c'est comme finalement... moi, ça me plaît pas parce que c'est un peu prévisible. Ouais. C'est périssable. Ouais. Ça s'obsolétise assez vite. Je peux, dans un contexte politique, évoquer ce qui se passe, parce que j'étais à l'Olympia le soir du deuxième tour des élections, par exemple, des dernières élections, et forcément, je commence le show avec ça. Après, c'est des blagues en général assez faciles, mais C'est quoi une blague facile? Une blague facile, c'est une blague que n'importe qui pourrait faire. Il y a 3 niveaux de blagues pour moi. Il y a la blague que tout le monde peut faire, dans la société, tout le monde, même vous. Le deuxième niveau de blague, c'est la blague que seuls les humoristes peuvent faire. Et le troisième niveau de blague, c'est la blague que seul un humoriste peut faire. Et ça, c'est pas mal. Et dans nos shows, on n'a pas beaucoup de blagues que seuls nous pouvons faire. J'en ai peut-être 2 ou 3. La plupart, c'est des bonnes blagues que seuls les humoristes peuvent faire, en effet. Mais après, quand on dit que seul un humoriste peut faire, c'est sur le style, mais sur le matériel. Pas beaucoup d'humoristes peuvent dire qu'ils ont été avec leur mère au palais princier de Monaco, rencontrer le prince avec la mère qui a fait une révérence approximative et qui lui a dit « Bonjour, mon ordonnance ». C'est pas possible. Donc le top de la vanne, c'est que c'est drôle et que ça vous touche aussi personnellement, qu'il n'y a que vous qui pouvez la dire. Quoi. Ouais, parce que finalement, s'il n'y a que toi qui peux le dire, ça veut dire que tu as livré un truc tellement intime, tellement fort,
que tu fais vibrer les gens parce que c'est comme s'ils s'y attendaient. C'est comme si finalement une bonne blague, c'est quelque chose... parce que finalement les gens attendent des humoristes quelque chose. Ils savent leur vie, ils savent un peu... voilà quoi, ils attendent qu'ils se livrent. Est-ce que pour vous, ce qui faisait rire dans les années 60, 70, 80, forcément quand on arrive dans les années 2020, ça fait moins rire? Ouais, comment l'humour traverse le temps? C'est une bonne question parce que je crois qu'il y a... Ça implique différentes choses. Est-ce qu'on parle des thématiques? Est-ce qu'on parle du style? Est-ce qu'on parle de la manière de livrer les blagues? Mais après, je pense qu'on verra des sketchs de moi dans quelques années. On fera, oh là là, mais même maintenant. Pourquoi dans quelques années? Parce que c'est le look, parce que c'est l'approche, parce que c'est... et puis ça va être comme ça à chaque fois. Mais je crois que, en tout cas, le stand-up, s'il est adressé au public de manière très sincère, il ne peut pas vraiment vieillir. Parce que c'est une observation, une photographie de la société à un instant T. On prend une photographie et on parle aux gens de choses qu'ils connaissent, vraies. Je pense que n'importe quel bout de stand-up pourra être vu dans 100 ans, ça pourra décrire notre société. Un sketch, pas forcément. Est-ce que c'est une question que vous vous posez, vous, quand vous faites des vannes? Est-ce que vous vous posez la question de est-ce que ça dure ou pas, ou est-ce que vous en foutez? Non, je pense jamais à ça. Après, je me pose d'autres questions, moi, quand j'écris des blagues aujourd'hui. Je me pose 2 questions. Est-ce que ça parle à tout le monde? Et est-ce que ça n'a pas déjà été un peu fait pour 2 raisons? D'abord, parce que j'ai été tellement malmené avec des accusations de plagiat. On en parlera un peu après. Et tout ça, je veux pas qu'on fasse de lien, mais si on en parle après avec plaisir, je vous dirai aussi s'il y a des choses importantes à dire là-dessus. Donc c'est un peu s'éloigner au maximum. Je me rappelle quand on faisait les séances d'écriture avec Roman, avec Mehdi, avec les potes avec qui j'écris, mais de temps en temps on se disait mais ça non, pourquoi? Bah il y a un tel qui je leur dis mais les gars, il évoque rapidement la Chantilly, on peut plus parler de Chantilly, ça appartient à des gens. Non mais toi tu ne peux pas faire ça. Donc d'abord, pour être éloigné encore une fois de tout ça, et deuxièmement, je me demande est-ce que, pas dans le sens de ça appartient à quelqu'un, mais est-ce que ça n'a pas déjà été traité, quoi. C'est clair que il y a des choses que tu peux plus faire en fait. Si aujourd'hui tu fais des blagues sur Anne Hidalgo et la circulation à Paris, faut que tu achètes une boulangerie, quoi. C'est une bonne punchline. Il y a une comédie là qui a vachement marché cette année. C'est un petit truc en plus, d'Artus. Comment vous analysez ce succès? Pourquoi autant de gens sont allés la voir? Pourquoi autant de gens ont ri? Parce que c'est un film sincère. Parce que c'est un film honnête. Et parce que quand il nous parle du handicap, quand il le filme, quand il l'évoque, quand il pas s'en moque, mais qu'il rit avec et qu'il se moque du regard des gens sur le handicap et qu'il ose aussi, de la même manière qu'on décrypte des personnalités, il décrypte les gens porteurs de handicap. Et c'est une manière de les mettre en valeur. C'est une manière, pas de se moquer d'eux, mais de dire, mais attends, c'est des gens qui font partie de notre société avec qui on vit en humanité, on ne peut pas s'empêcher de les charrier, on ne peut pas s'empêcher de les aimer avec ce langage qui est l'humour. Et Artus, il fait Artus, c'est un grand Artus. Artus, qui est un mélange d'Artus et d'artiste, il fait un grand film touchant, bouleversant, populaire, au sens noble du terme. Moi, je crois vraiment que c'est pour ça. Hein. C'est la même chose pour Intouchable. Pourquoi Intouchable, ça a marché? Parce que c'est très sincère. C'est vrai, c'est pur, c'est pas fabriqué. Donc je pense que on sent la vérité chez Artus quand il l'a fait. On va parler un peu de votre nouveau spectacle. Bah oui. Lui-même, effectivement, vous l'avez écrit avec Roman Fressinet, je crois que c'est lui qui a eu l'idée d'ailleurs du titre, vous l'avez dit, lui-même, qui est assez futé comme titre. Wow, alors moi je l'aurais écrit M'_AIME, parce que ça correspond à un moment de ma vie où j'ai découvert un truc incroyable, c'était que avant de prétendre se faire aimer par les autres ou par quelqu'un, avant de prétendre aimer ou vouloir aimer, il faut s'aimer. Alors ça paraît être un reel de coach de vie sur Instagram. C'est d'ailleurs ce qui va devenir tout de suite. Avant d'aimer les autres, il faut s'aimer.
Vous pouvez maintenant scroller au prochain truc. Je pense que le cœur... je pense que c'est important. C'est-à-dire que je ne peux pas ne pas vous dire que ce moment de ma vie dans lequel je suis, il est totalement bouleversant parce que j'ai commencé à faire le travail pour m'aimer et le travail pour beaucoup de choses d'ailleurs. J'ai longtemps pensé aussi que pour être heureux, il fallait avoir la pensée positive. Il fallait être positif, il fallait être ambitieux, il fallait être positif. Et en fait, ça, c'est paresseux. La chose qui est plus valable et qui est plus vraie et qui est plus utile et qui est plus difficile, c'est qu'il faut arrêter de penser négativement. Et sur les autres et sur soi. C'est un travail de tous les jours. Mais ça réduit tellement de toxicité dans ta vie, ça réduit tellement de perte d'énergie inutile, ça réduit tellement de perte de temps, ça réduit tellement de souffrance. C'est juste une pratique, c'est trop difficile à faire. Mais tu sais, quand tu as une crampe, tu t'étires. Quand tu as une pensée négative, essaye de la... Ça y est, arrête. Non, c'est pas pour moi. Moi, je la vire, ça ne m'intéresse pas. Et puis les gens qui viennent vers moi avec des pensées négatives, je m'en débarrasse sans aucun scrupule, ça ne m'intéresse pas. Je reçois sur mon téléphone parfois des choses. Est-ce que tu es au courant de ce qu'a dit un tel sur un tel? Je ne réponds même pas, ça ne m'intéresse pas. Dites-moi si je me trompe, parce que vous moi, trompez. je l'ai perçu comme ça en fait. C'est que vous avez eu, en gros, vous naissez au Maroc, votre rêve c'est de devenir connu, d'aller aux US, et bien vous le faites. Vous devenez riche, célèbre, et puis à un moment donné, bon, vous avez tout, et puis reste un peu votre film où vous racontez comment, né dans une famille juive, vous tournez vers le catholicisme, et vous, finalement, après avoir voyagé partout, vous voyagez en vous-même, quoi. Donc là, et là, maintenant, lui-même, bah, c'est le dernier voyage, qu'est-ce qu'il y a en vous. J'espère que c'est pas le dernier, mais... C'est sûr. Alors, moi, je suis pas psy, peut-être que je me gourre complètement. Non, mais vous pouvez faire brut philo, là. Est-ce que c'est ça, en fait? C'est totalement... Je l'ai jamais vu comme ça, alors que c'est simple. Comme la comédie, c'est pas facile, mais c'est simple. Cette réflexion-là, elle est juste, elle me parle. J'ai l'impression que le voyage, en tout cas... D'abord, c'est juste, parce que vous parlez de voyage, moi, ça me détermine, hein, ça me définit même. Les voyages, c'est ce que j'ai fait tout le temps. J'ai toujours été d'ailleurs. Je suis parti du Maroc. J'ai même appelé un de mes spectacles d'ailleurs. Je suis parti du Maroc, j'ai vécu au Québec. Au Québec, j'étais le gars du Maroc. J'étais le gars du Maroc, t'es marocain. Puis après, je suis venu en France pour faire le cours Florent. J'étais le mec du Canada. T'as vu, il est du Canada. Puis après, je suis parti aux États-Unis de France. Oh, you're the French guy. That's amazing. Puis après, je suis revenu en France. J'ai fait un test ADN. J'ai fait un voyage en moi, en fait. Et c'est tellement juste. Parce que le film reste un peu... C'est un film, finalement, d'amour. C'est un film dans lequel un homme, élevé dans la tradition juive, se tourne vers le catholicisme parce qu'il est fasciné, parce qu'il a vu la Vierge Marie quand il était petit, et qui, par amour pour sa mère, pour son identité, ses traditions, sa culture, ne va pas aller au bout de ce chemin. Et face à lui, il y a sa mère, qui par amour pour son fils, va aller à l'église le jour de son supposé baptême, par amour pour son fils, alors qu'elle l'a élevé dans le judaïsme. Je trouve que c'est comme ça qu'il faut résumer ce film-là, c'est rien d'autre. C'est une histoire d'amour. J'ai adoré faire ce film et il a cartonné, j'en suis fier. Lui-même, votre nouveau spectacle, c'est le prolongement de ça. J'imagine qu'il y a une sorte de continuité. Oui. Sur des thématiques différentes. J'aborde quand même la spiritualité, la religion, la foi. Mais c'est une continuité parce que oui, et puis je raconte ma rencontre avec le pape, et je raconte dans le nouveau spectacle. Donc oui, il y a une continuité sur cette vérité en tout cas. Dans le titre du spectacle lui-même, il y a un côté qu'on peut lire qui est assez marrant en vrai, assez bien vu, c'est par rapport aux accusations de plagiat que vous avez eues, pour dire, ben voilà, c'est moi, c'est moi-même. Vous en avez un petit peu parlé depuis... J'en parle sur scène aussi. Ouais. Et beaucoup plus à l'aise aujourd'hui avec ça. C'est ça. Parlons-en. Hier, j'étais avec des potes, et je leur ai dit, j'ai interviewé Gad Elmaleh demain. Alors là, il y avait deux camps. Il y en avait plein qui m'ont dit, il faut absolument que tu lui parles du plagiat. Ok. Je lui dis, oui, il en a déjà parlé, on va en parler, il n'y a pas de souci. Et il y en avait d'autres qui disaient, ok, c'est vrai, mais il a pris cher. Comment vous situez-vous? En fait, ce que je retiens, le plus important, c'est
Parce qu'on peut parler des autres, on peut dire « Ah, ça n'a pas été un moment facile parce que si, parce que ça... » C'est qu'est-ce que ça a produit chez moi, en fait, cette histoire? Qu'est-ce que ça a fait chez l'artiste que je suis, l'homme que je suis? Qu'est-ce que ça m'a appris, cette histoire? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que c'est une grande leçon, une grande claque, mais qui... En gros, si j'avais la sagesse, l'humilité réelle, il y a 7 ans, quand c'est arrivé, l'humilité de dire, je vois de quoi vous parlez, il y a cette petite chose de comique américain, il y a 20 ans, quand on a commencé à faire du stand-up, beaucoup d'humoristes regardent des Américains, est-ce que c'est too much, est-ce que ça leur appartient? Mais oui. Au lieu d'avoir cette humilité, j'ai eu trop d'orgueil. Et je me suis vite enfermé, je me suis dit, moi, comment on m'accuse, moi... Mais c'était super orgueilleux. Au lieu de dire, mais non les gars, ok, il y a 2-3 trucs, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Moi, tous les jours dans la rue, on m'arrête pour me parler de mes vannes, il n'y a jamais une vanne d'un Américain. Et en effet, c'était payé cher pour finalement pas grand-chose, mais même ça, ça veut dire se dédouaner. C'est pas ça le plus important. C'est de dire, je crois que quand il y a un problème comme ça, et je l'ai appris, c'est plus facile de dire, ouais, t'as raison, so what? Et alors, c'est pas bien de le faire. Mais voilà, ça représente 0,5% de mon travail. Et je crois que ça a pris de l'ampleur, parce que moi-même, j'ai pas eu... Vous allez biper les couilles? Non, non. Venez, on le bip, juste pour le kiff. Vous n'avez pas eu les bips? Allez, faites-moi plaisir, bipez-le. Puisqu'on a déjà dit j'ai pas eu les de dire vous avez raison. Il y a cette blague et cette blague, ça appartient à tel comique américain. Alors oui, comme un rappeur à l'avènement du hip-hop, comme un je sais pas quoi, on s'est inspiré, on a chopé des trucs. Ben c'est pas bien, faut pas le faire. Mais j'aurais dû dire voilà, et puis il y a 99,9% de tout ce que j'écris toute ma vie dédié au stand-up, à la comédie qui est là. Donc c'est ça mon erreur. Mon erreur d'ailleurs, elle est plus... La vraie erreur, c'est pas d'avoir pris des blagues, c'est de pas l'avoir dit. Parce que ça aurait fait 2 semaines. 2 semaines. Mais le fait de rester dans l'orgueil, ça a crispé tout le monde. Et ça a ouvert aussi un autre truc qui est assez comique. Là, je suis en train d'écrire un... Ça a ouvert aussi la voie à beaucoup de gens frustrés, aigris, enragés, qui se sont mis à revendiquer des trucs, mais venus de nulle part. Il y a des comiques de contrées lointaines. On m'a dit ça. Alors au Québec, ils se sont éclatés. Au Québec, mais moi là, j'avais cette blague. Mais quand tu marches avec les chaussures de ski, c'est pas à toi, là, c'est à un autre gars. Vraiment, marcher avec les chaussures de ski, ça appartient à quelqu'un. Non, ça appartient à l'humanité tout entière. Ben, quand tu dis, non, ta gueule. Bah en fait, ça pose une question philosophique. Est-ce que les idées appartiennent à quelqu'un? Non, mais oui, après, les jokes précises de certains comiques américains des années 70, et oui, mais par exemple sur le Québec précisément, et vraiment c'est un message que je leur lance, parce qu'ils le savent, ils savent très bien, ils se sont servis. Et d'ailleurs, il y a un truc très intéressant. C'est important, aucun des humoristes francophones qui dit avoir été plagié, aucun, jamais, ne m'a ni contacté, ni envoyé un avocat, ni plaint de manière officielle pour obtenir réparation et justice. En revanche, ils ont passé du temps, de l'énergie à s'acharner sur les réseaux sociaux, à souligner chaque jour. Donc le but, si tu analyses bien les choses froidement, c'est que le but était plus de taper sur quelqu'un et de remuer les choses et de faire une campagne un peu de dénigrement que de dire de rentrer en dialogue. Même de rentrer en dialogue avec moi, ils ne l'ont pas fait. Donc tout ça, c'est derrière. Mais ça m'a servi. Et grâce à cette crise, je sais un peu mieux appréhender, peut-être, j'espère pas une autre crise, mais je crois que quand on... Qui sont vos amis et vos ennemis aussi. Alors, il y a autre chose. Après... Mais ça, je l'ai trop mis en avant à un moment donné, je n'ai pas dit ce que je viens de vous dire. Je n'ai jamais vraiment parlé de cette manière-là, mais comme c'est brut philo, on se lâche. J'ai beaucoup parlé du fait que dans la crise, il y a des gens qui m'ont lâché, qui m'ont abandonné, mais c'est pas le plus important. Parce que je crois que ce qui manquait comme info, c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui.
sur ma part de responsabilité. C'est quoi ma part? Et puis surtout, me pardonner. Moi, je me suis pardonné. Et puis, et je pardonne aussi aux gens, et j'espère que certaines personnes me pardonnent au sens... Mais c'est ça qui est important. Parce qu'après, se faire lâcher par des gens quand on a un petit peu de la difficulté, on est en faiblesse, on est fragile, ça appartient à tous les métiers. C'est absolument pas que dans le show business ou que dans les gens qui nous regardent là, que ce soit dans l'entreprise, dans le bâtiment, dans la menuiserie, la boucherie, surtout la charcuterie, la boulangerie, un milieu qui m'est cher. Non mais, je veux dire, c'est une histoire vieille comme le monde, les gens t'abandonnent. Moi, j'ai des histoires folles. Il y a des jeunes comiques français que j'ai aidés, à qui j'ai tendu la main, et qui après, ils ont dit de la merde, mais quelque part, je peux pas leur en vouloir. Parce que je peux pas leur en vouloir. Parce que c'est ce qu'ils pensaient qu'il fallait faire au moment où ils l'ont fait. La preuve, ils viennent vers moi maintenant, ils savent même pas, ils oublient. Il y a des gens qui disent du mal de toi, ils oublient. Il faut arrêter tout ça, il faut se laver de tout ça, il faut se détoxifier de tout ça, il faut sortir de ça, il faut aller vers la lumière. Et la lumière, c'est la vérité, celle que je vous dis aujourd'hui sur moi, sur ma vie, sur le spectacle. Cette vidéo va être diffusée sur les réseaux sociaux. Ouais. Pendant longtemps, vous n'y avez plus été. C'est quoi le regard que vous avez sur les réseaux sociaux? C'est une vaste question, mais... Moi, à un moment donné, j'ai levé le pied sur les réseaux sociaux, donc je me suis coupé pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'au lendemain du 7 octobre, la tragédie, les attaques terroristes terribles, j'étais bien sûr comme des millions de gens dans le monde, triste, en colère. Et donc j'ai fait part de ma tristesse et je me suis fait insulter. Et puis ensuite, j'ai fait part de ma tristesse de voir la souffrance du peuple palestinien et je me suis fait insulter. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est très compliqué, c'est très complexe de dire franchement, sincèrement ce qu'on ressent en humanité totale et qu'il faut choisir un camp. Et le camp que je choisis aujourd'hui, c'est celui qui est le troisième narratif, qui est celui de la paix, qui est celui du dialogue, qui est celui, par exemple, des guerrières de la paix. Je les cite parce que c'est des femmes que je soutiens et que je suis. Elles s'appellent Anna Assouline. Les guerrières de la paix, c'est un mouvement fondé entre Palestiniennes et Israéliennes, juives et musulmanes, et j'espère des gens d'autres religions, pour ouvrir une voie vers la paix. Et c'est ce en quoi je crois. Et c'est pas la voie la plus facile, hein, parce que moi je me fais défoncer par les deux côtés. Il faut que tu dises ça. C'est pas faut que tu parles. Il faut que tu dises exactement ce qu'on te dit de dire. Des deux côtés. Non, moi je dis pas ce qu'on me dit de dire. Je dis ce que je ressens, ce que je suis. Et ma voix aujourd'hui, c'est celle de la paix, parce que j'y crois profondément, tout en condamnant les crimes. Donc, à un moment donné, avec les réseaux, il y a eu trop de haine, il y a eu trop d'insultes, il y a eu trop de... Mais pas que ça. Et il y avait aussi mon addiction. Parce que j'ai un tempérament plutôt addictif, je l'ai vécu avec l'alcool, que j'ai arrêté depuis 3 ans et 3 mois. Et dès que je commence des choses comme les réseaux sociaux, j'y étais toute la journée, quoi. Après, je crache pas sur les réseaux sociaux comme un vieux boomer que je suis. Parce que je m'en sers, ça m'éclate, ça me fait rire, ça me touche, je fais des découvertes, j'apprends des... Mais c'est le travers de ça qui pour moi est toxique, qui est dangereux, et surtout pour nos enfants. Et quand nos enfants sont totalement les yeux écarquillés, bloqués, qui ont bugué sur des vidéos sur TikTok comme ça, et que tu leur parles et qu'ils font « Hein ?» Là, je me dis, on a un problème, il va falloir arrêter un peu ça, quoi. Donc, j'adore les réseaux sociaux dans le sens où ils sont une manière de... C'est une fenêtre sur le monde, et c'est pas à vous que je vais dire ça, et vous êtes vraiment sur le monde. Mais les travers des réseaux sociaux, le pendant, c'est que y a beaucoup de haine. Et de temps en temps, on peut prendre un break de la haine, puisqu'on ne peut pas la gérer. Et que je suis sensible et que ça me touche. Moi, je suis pas... Après, bien sûr, je sais relativiser. Mais les menaces, les messages de haine, les insultes, les trucs super durs, quand je les lis, c'est pas de la peur. Ça n'a jamais été de la peur. C'est juste,
ça me met des mauvaises... Oh, je suis pas bien là, c'est trop toxique, c'est horrible, je me sens sale, j'ai pas envie de donner du temps à ça, je ne sais même pas qui tu es. Mais voilà, les réseaux, à un moment donné, j'avais levé un peu le pied. Aujourd'hui, j'y retourne avec joie parce que je partage avec le public le nouveau show. Il y a les 30 ans de scène au Québec. Voilà quoi, j'ai envie, et puis c'est un moyen pour moi qui est naturel, en tout cas, de communiquer. J'arrive à, voilà, à faire des blagues dessus. Mais c'est vrai que pendant 1 an, j'avais carrément coupé, je postais plus rien du tout. Et c'est venu, ouais, de la de l'accumulation de beaucoup de haine, en fait. Et on n'est pas là pour prendre de la haine, quoi. Moi, j'ai pas envie. Et je sais ce qu'il faut faire, on peut l'éteindre. Tu peux ne pas prendre de la haine. Parce qu'après, ça amène des pensées négatives, toxiques. J'ai pas envie de ça, moi, j'ai envie de lumière. Les réseaux sociaux, c'est un endroit où il y a toutes sortes de gens, il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais tu sais qu'il y a des risques. Et il y a des moments dans ta vie où tu es fort, tu peux y aller quoi qu'il arrive. Tu dis non, je vais aller boire un coup, t'inquiète. Je sais qu'il y a l'autre là qui est tout le temps en train de... C'est pas grave. Je vais croiser aussi ce mec qui est super sympa, l'autre qui est intelligent, elle qui est trop jolie et trop lumineuse, lui qui est beau mais qui est bizarre. Il y a tout. Et il y a des moments dans ta vie où t'es fort, tu peux rentrer, tu bois un coup, tu sais que ça t'impacte pas, tu prends ce que tu as à prendre. Puis il y a des moments de ta vie où si tu rentres là-bas, tu restes jusqu'à 5h du matin, tu finis bourré assis sur le trottoir en train de débattre d'un truc, tu rentres chez toi, tu t'en veux, tu te détestes. Et moi, j'aime pas ça, quoi. Puisque j'ai envie de m'aimer pour pouvoir aimer les autres. Merci. C'est très bien comme discussion.